nous allons parler de stress. C'est compliqué. Donc, dans le stress biologique, va pouvoir s'insérer le comportement, notamment comportement et stress. Quel comportement est-ce que l'on peut avoir face à un stress? Et nous tendrons dans ce comportement et ce stress, ou dans ces comportements et ces stress, vers une vision intégrée de l'organisme. Ça veut dire globalement que au cours de ce stress qui est biologique, le stress il vient de l'extérieur, il y a un élément stresseur. Mais cet élément stresseur va créer au sein de l'organisme des réponses que nous allons étudier globalement. Et il faudra distinguer ce qui est le stress chronique de ce qui est il faut distinguer le stress aigu et le stress chronique. Séparer le stress aigu du stress chronique. Donc c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Alors, il y a donc des comportements et stress vers une vision intégrée de l'organisme, ce que l'on a dit. Donc il y a une agression par des agents stresseurs. Alors c'est quoi ces agents stresseurs? Il y en a autant qu'il y a de personnes et autant qu'il y a de choses qui nous angoissent. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une maladie, un surmenage, un chômage, le burn-out, des intempéries, des orages, etc., etc. Ça peut être également une simple dispute avec quelqu'un que l'on aime ou quelqu'un que l'on n'aime pas, des bagarres de rue. Ça peut être des examens, ça peut être des tremblements de terre, des volcans, la pauvreté, des attentats, des accidents, des décès. Donc ça, ce sont des agents qui vont nous stresser, qui vont nous agresser. Et le corps va répondre de manière adaptative, dans un premier temps, concernant le stress aigu. Donc réponse adaptative de l'organisme, c'est d'abord le stress aigu. Alors le stress aigu, globalement, ça veut dire c'est un stress mais qui ne va pas durer. Mais n'empêche que le corps doit quand même réagir, même si le stress ne dure pas. Bon. Alors, il va y avoir de la part du cortex préfrontal une analyse de la situation. Mais ce cortex préfrontal n'intervient pas tout seul, il intervient également avec le système limbique. Alors, c'est quoi le système limbique? Eh bien, c'est l'ensemble formé par l'hippocampe et les amygdales. Alors, le cortex préfrontal analyse, le système limbique également, et l'hypothalamus va réagir en sécrétant une neurohormone que l'on appelle la CRH, Cortico Releasing Hormone. Puis l'hypophyse, à son tour, stimulée par la CRH, va libérer la CTH. Donc il y a, en quelque sorte, une activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Mais cette ACTH va aller agir sur les glandes surrénales, au niveau des glandes surrénales. Donc il va y avoir la cortico-surrénale qui va réagir en produisant de la cortisone, alors on va dire le cortisol, et puis d'autre part, et grâce à l'activation du système nerveux sympathique, il va y avoir l'activation de la médullosurrénale
qui va produire l'adrénaline. Autrement dit, il va y avoir en parallèle à l'ACTH qui est produite grâce à l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, puisque l'hypothalamus intervient, l'hypophyse et les glandes cortico-surrénales. Donc on parle bien d'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Surrénalien parce que les glandes, ce sont des glandes surrénales, donc au-dessus des reins, en gros. Et donc ce cortisol va permettre, d'une part, l'inhibition du système immunitaire, et puis la mobilisation des réserves énergétiques. Autrement dit, le glucose, globalement. Et quant à l'activation du système nerveux sympathique, en parallèle à l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, eh bien, il va, ce système nerveux sympathique, stimuler la médullosurrénale qui va se mettre à produire de l'adrénaline. Autrement dit, le système nerveux sympathique activé va produire des messages nerveux qui vont permettre l'augmentation des fréquences cardiaques et respiratoires. Et également l'adrénaline qui est produite suite à l'activation du système nerveux sympathique. Eh bien, l'adrénaline va augmenter également la fréquence cardiaque et respiratoire, donc en parallèle avec les messages nerveux qui sont reçus directement. Et l'adrénaline va également permettre la dilatation de la pupille et va donner la chair de poule. Mais l'adrénaline va également mobiliser les réserves énergétiques, comme le fait également le cortisol. Donc il y a une organisation, une réponse adaptative, des réponses adaptatives de l'organisme lorsque le stress est aigu. Donc suite à l'agression par des agents stresseurs, on voit bien que le corps réagit de manière positive pour que ce stress ne soit plus un stress et qu'il disparaisse. Donc qu'il ne devienne pas chronique. Alors, dans ces cas-là, il y a bien un retour à la résilience. Pourquoi ? Parce que le cortisol va agir comme un frein par rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus. En effet, l'hypothalamus qui a produit la CRH, qui a agi sur l'hypophyse pour produire ACTH, qui a elle-même agi sur les glandes surrénales pour produire le cortisol, eh bien ce cortisol a fait son action, mais quand il n'y a plus lieu d'avoir le stress, il faut que le cortisol ne soit plus produit. Donc, lorsqu'il n'a plus de raison d'être, ça veut dire qu'il va s'accumuler, il va être en excès dans l'organisme. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin de faire son action. Donc, il se trouve en surcharge, entre guillemets. Et dans ces conditions-là, il va parvenir à un moment ou à un autre, grâce au réseau sanguin, au niveau de l'hypothalamus, où il y a des récepteurs du cortisol également. Et à ce moment-là, le cortisol va arrêter de fabriquer la CRH, donc l'hypophyse ne sera plus stimulée, et la CTH ne sera plus biosynthétisée non plus, et la glande surrénale, de ce fait-là, arrêtera de former du cortisol, de fabriquer du cortisol. Alors, quelquefois, le stress devient chronique. Ça veut dire que, tout simplement, le stress n'est pas aigu, il se prolonge et devient chronique. Alors que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, on va avoir une sécrétion excessive de cortisol sur une longue période. Puisque le stress se poursuit, ça veut dire que le cortisol est toujours produit. Donc ça veut dire qu'il va y avoir
l'installation d'une certaine plasticité cérébrale qui sera mal adaptative. Ça veut dire que la plasticité va bien exister, mais pas dans le sens du rétablissement. Donc ça veut dire que le stress se poursuit. Et de ce fait-là, eh bien, il va y avoir des pathologies plus ou moins graves qui vont se mettre en place. Par exemple, des dépressions, des addictions, troubles du sommeil, etc., etc., des phobies, etc. Alors, il existe des solutions à ce stress chronique, qui correspond à une surcharge de cortisol. Eh bien, on peut prendre, lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, des médicaments anxiolytiques et myorelaxants, et des médicaments dont l'efficacité est prouvée, mais il y a des risques en cas de prise excessive. Alors, en parallèle à ces médicaments, il y a des alternatives qui ne sont pas médicamenteuses. Alors, ça peut être le sport, la méditation, le sommeil, la rééducation, etc. La rééducation du sommeil si les personnes, par exemple, qui sont trop stressées, n'arrivent plus à dormir. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Alors, l'efficacité de ces loisirs, on va dire, c'est pas un loisir, mais de ces activités alternatives, eh bien, cette efficacité est prouvée et il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, donc, ça veut dire que lorsque l'on a des comportements en relation avec le stress, eh bien, ça veut dire qu'on est sous l'effet d'une résilience. C'est-à-dire que dans le cas du stress aigu, la résilience est possible, et dans le cas du stress chronique, la résilience est également possible. C'est-à-dire qu'on retrouve un état normal. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a une certaine vision qui est intégrée au niveau de l'organisme, sachant qu'il y a une communication entre différents organes, entre différentes glandes, par exemple glandes endocrines, qui vont produire leurs hormones, qui vont agir de concert pour faire en sorte que la résilience soit possible, c'est-à-dire la guérison. Alors, que se passe-t-il si on détaille un petit peu plus les choses, que se passe-t-il lorsque l'on est face à des agents stresseurs? Comment réagit l'organisme? Eh bien, il peut y avoir, concernant ces agents stresseurs, donc, des modifications au niveau de l'environnement. Il peut y avoir des perturbations au niveau du corps qui va subir une agression physique. Il peut y avoir également des perturbations, agressions psychologiques, quels que soient ces désordres qui ne nous concernent pas en théorie mais qui nous agressent, eh bien, il va y avoir des réponses adaptatives identiques qui vont être produites par le corps. C'est ce que l'on appelle le stress aigu. Et au cours de ce stress aigu, eh bien, le corps va réagir de telle sorte que certains organes d'essence, le cœur, les poumons, vont être activés plus ou moins fortement. L'organisme se prépare pour réagir. Donc ça veut dire qu'il y a une adaptation, une certaine adaptabilité qui va permettre à la personne d'adopter un comportement qui sera approprié au stress. Ça peut être résister à quelque chose, ça peut être combattre, lutter, fuir, etc. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc c'est le cerveau lui-même en fait qui va donner l'alarme. En fait, il va y avoir entre différentes régions du cerveau, c'est-à-dire le cortex préfrontal et au niveau du système limbique, c'est-à-dire concernant l'amygdale et l'hippocampe, eh bien, il va y avoir une coopération entre ces diverses régions du cerveau qui va faire qu'il va y avoir une certaine analyse immédiate de la situation. Ça se produit très rapidement et les messages nerveux qui sont générés par ce cerveau qui réagit, donc cortex préfrontal et système limbique qui analyse la situation, eh bien, les messages nerveux qui arrivent sont générés et vont stimuler alors l'hypothalamus. Et dans ces conditions, lorsque l'hypothalamus est prévenu en quelque sorte du danger, du stress, eh bien, l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, à son tour, va être activé. Ça veut dire que successivement, l'hypothalamus, puis l'hypophyse, puis les glandes cortico-surrénales vont réagir
en produisant des hormones. Alors, la CRH est produite par l'hypothalamus, donc la cortico-releasing hormone, c'est-à-dire l'hormone qui va permettre la libération de cortisol lorsque les glandes surrénales, cortico-surrénales en fait, vont être stimulées par la CTH. Et la CTH vient d'où? Eh bien, elle est produite suite à la stimulation de l'hypophyse par la CRH. Donc ça veut dire que l'hypophyse, stimulée par l'hormone CRH qui provient de l'hypothalamus, eh bien, va produire une autre hormone que l'on appelle ACTH et qui va activer de ce fait-là les glandes surrénales, donc notamment les glandes cortico-surrénales. Donc ça veut dire que ces glandes, en fait, cortico-surrénales, mais également les médullo-surrénales, donc ils sont plus au centre donc au niveau de la partie supérieure du rein, en fait. Donc on a des glandes surrénales séparées en cortico-surrénales qui est à l'extérieur et médullo-surrénales qui est à l'intérieur. Les cortico-surrénales, lorsqu'elles sont stimulées par la CTH, produisent le cortisol, tandis que les médullo-surrénales stimulées vont produire l'adrénaline très rapidement. Donc en fait, lorsque la CTH est produite par l'hypophyse, eh bien, les glandes surrénales sont activées immédiatement. Mais ces dernières vont sécréter deux hormones, mais d'abord l'adrénaline en quelques secondes, et ensuite le cortisol dans les minutes qui vont suivre. Donc ça veut dire que l'adrénaline agit en premier. Donc les actions des hormones surrénaliennes sont telles que l'adrénaline va permettre l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation du système respiratoire, donc ça veut dire qu'on va avoir une ventilation beaucoup plus accentuée, et il va y avoir également une augmentation de la libération de glucose dans le sang. Donc ça veut dire que finalement le cortisol favorise la mobilisation du glucose. Donc adrénaline et cortisol vont contribuer à la libération du glucose, mais c'est plus le cortisol qui va agir sur la mobilisation de ce glucose pour produire de l'énergie. Alors pourquoi est-ce que le cœur augmente son rythme? Pourquoi est-ce que la respiration augmente, le rythme respiratoire augmente? Et pourquoi est-ce qu'il y a une production accentuée de glucose? Eh bien simplement, vous imaginez, si vous voulez un mouvement de fuite par exemple, certains muscles vont être mis à contribution immédiatement. Or, pour qu'un muscle fonctionne, il lui faut de l'énergie. Et l'énergie vient d'où? Eh bien de l'oxydation du glucose par l'oxygène. C'est ce que l'on appelle la respiration cellulaire qui se produit au niveau des muscles. Et dans ces conditions-là, de l'ATP de l'énergie sous forme d'ATP est produite et le muscle peut réagir, par exemple se sauver. Donc ça veut dire que ces organes, ces muscles vont devoir recevoir vite du sang qui va les approvisionner en glucose, d'où l'augmentation du rythme cardiaque, et ces muscles vont devoir recevoir vite de l'oxygène qui va pouvoir oxyder le glucose qui arrive. D'où l'augmentation du débit ventilatoire. Et donc il y a en parallèle libération de glucose accentuée qui va donc circuler plus vite, de manière à ce qu'au niveau des muscles ou au niveau des organes sollicités, eh bien, la réaction au stress soit possible. Alors, le cortisol, donc on a dit que le cortisol favorise la mobilisation du glucose, en plus de celle de libérer du glucose, et les muscles disposent donc de toute l'énergie nécessaire pour la lutte, et par ailleurs, on peut dire que le cortisol va exercer également un rétrocontrôle négatif sur la libération de CRH, ce qui va favoriser la résilience lorsque le stress n'a plus lieu d'être. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a plus de stress, il n'y a pas lieu que le cortisol, il n'y a pas de raison que le cortisol continue à être produit. Donc dans ces conditions-là, eh bien, le cortisol va aller agir sur l'hypothalamus, puisqu'il y a des récepteurs également au cortisol sur l'hypothalamus, eh bien, il n'y aura plus de production de CRH, donc pas d'ACTH, et donc les glandes surrénaliennes n'exercent plus, ne produisent plus les hormones adrénaline et cortisol. Et dans ces conditions-là, il y a ce que l'on appelle la résilience, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stress, et tout va redevenir normal.
Alors, quels sont les méfaits du stress chronique lorsque le stress aigu n'a pas de résilience? On risque de basculer sur un stress qui dure beaucoup plus longtemps et que l'on appelle le stress chronique. Alors, le stress chronique est assez gênant dans le sens où il va générer des problèmes qui peuvent être récurrents et durer dans le temps. Si la résilience concernant le stress aigu n'a pas lieu, eh bien, on va avoir une sécrétion élevée d'adrénaline et de cortisol et qui sera maintenue sur de longues périodes. Et c'est là, justement, où le stress chronique va s'installer. Lorsqu'il y a des doses trop fortes, donc des concentrations trop fortes de cortisol dans le cerveau, eh bien, le cerveau va être modifié, en fait. Donc, ça veut dire que les trop fortes concentrations de cortisol dans le cerveau modifient ce cerveau. Donc, c'est une adaptation, une certaine plasticité qui est mal adaptée, mais qui permet de faire en sorte que le stress se poursuive, en fait. Donc, c'est une mauvaise adaptation, d'où on parle de mal-adaptation. Donc, ça veut dire que ces trop fortes concentrations vont être la source d'une certaine plasticité cérébrale mal adaptative qui sera associée quelquefois à des pathologies qui sont plus ou moins graves. Donc ça veut dire que il y a une résilience, on attend une résilience, que le stress soit aigu ou chronique, il faut qu'il y ait une méthode qui fasse que ce stress disparaisse. Alors, il peut y avoir des médicaments, comme par exemple les benzodiazépines, qui vont activer certains récepteurs post-synaptiques des neurones à GABA. Et donc ces médicaments vont avoir des effets myorelaxants et anxiolytiques, mais en revanche, ils peuvent avoir des effets secondaires plus ou moins graves. Donc si on peut les éviter, c'est bien. Et dans ces conditions-là, on peut faire appel, lorsque c'est possible, à des techniques qui ne sont pas médicamenteuses, comme par exemple la méditation, qui va favoriser aussi la résilience de ce système complexe qui s'est mis en place, et ceci sans engendrer d'effets secondaires. Alors, reprenons un peu les choses concernant ce comportement et ce stress et vers une vision intégrée du système. Le stress aigu correspond à des réponses que l'on appelle adaptatives. Donc ces réponses sont identifiables et on peut avoir, entre guillemets, une double réponse hormonale qui sera plus discrète, dont on va parler tout à l'heure. Donc lorsqu'il y a dans la vie de tous les jours des agressions, des perturbations, des modifications, que ce soit de l'environnement ou de notre corps suite à une maladie, eh bien il y a des mécanismes d'adaptation qui vont faire en sorte que une communication entre différents organes va se mettre en place et on parle de stress. Le stress, alors il faut différencier l'agent stressant et le stress. Donc le stress en fait, qui va mettre en place des réponses identifiables, correspond à une réponse physiologique qui sera stéréotypée. Ça veut dire qu'elle se passe pratiquement tout le temps de la même façon. Et il y a toujours trois phases qui se passent. D'abord, une phase que l'on va dire de résistance. Ça veut dire que l'organisme va essayer de lutter contre l'agression, c'est-à-dire contre l'agent stresseur. Ensuite, il va y avoir... Alors, quand j'ai dit en fait il y a trois phases, la phase de résistance vient plutôt en deuxième. En fait. J'ai oublié simplement qu'au cours de la première phase, il y a une phase d'alerte qui va préparer l'individu à se défendre. Et c'est ensuite qu'il va y avoir donc la phase suivante que l'on appelle la phase de résistance, où là l'organisme va vraiment essayer de lutter contre le stress, ou du moins contre l'agent stresseur. Et la troisième phase, eh bien, elle va survenir quand il va y avoir un certain épuisement, en fait, lorsque l'organisme a dépensé toute son énergie d'adaptation. Donc ça veut dire que l'agent stresseur, quel qu'il soit, va plus ou moins faire en sorte que le stress sera en quelque sorte la correspondance de trois phases qui se succèdent.
Donc, quelle que soit la nature de l'agent stresseur, que ce soit un problème psychologique, relationnel, émotionnel, physique, etc., eh bien, les réponses sont toujours les mêmes en fait. Donc, il y a des réactions que l'on dit stéréotypées. Alors, globalement, les pupilles vont se dilater, les poils vont se hérisser, on parle de chair de poule, il va y avoir une augmentation de la sensibilité au toucher, et tous les sens sont en alerte de manière plus ou moins consciente. Eh bien, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire vont augmenter, et les muscles vont recevoir ainsi plus de sang oxygéné. Et toutes ces réponses, alors il y a également une libération, une mobilisation de glucose qui va faire en sorte que le dioxygène va pouvoir faire la respiration cellulaire, c'est-à-dire donc avec le glucose, c'est-à-dire oxyder le glucose pour produire de l'énergie. Et donc toutes ces réponses qui vont faire que l'organisme va être prêt à l'action, et ceci constitue ce que l'on appelle le stress aigu. Alors au cours de ce stress aigu, donc il y a des choses qui se mettent en place, des communications qui font qu'il va y avoir une double réponse hormonale qui sera plus discrète, elle. Donc lorsqu'il y a, après la stimulation du cœur de manière réflexe et des poumons de manière réflexe également, puisque ces deux organes vont accélérer leur rythme, eh bien, le corps va se mettre à sécréter de l'adrénaline tout d'abord, puis ensuite, dans les quelques minutes qui suivent, du cortisol. Et ces molécules sont produites par des glandes surrénales, donc cortico-surrénales pour le cortisol et médullo-surrénales pour l'adrénaline. Donc ce sont deux glandes, les glandes surrénales, donc sur chaque rein en fait, donc qui ont une forme plus ou moins triangulaire et qui sont situées au-dessus du rein, d'où le terme de surrénal, au-dessus du rein. L'adrénaline est libérée dans un premier temps, quelques secondes seulement après le début de la situation stressante. Elle est fabriquée par la partie interne des surrénales, que l'on appelle la médullo-surrénale, et cette hormone va provoquer l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire. Donc, en stimulant la conversion des molécules de glycogène stockées dans le foie en glucose, elle va amplifier, cette adrénaline, la libération de glucose dans le sang. Donc, la libération est amplifiée. De ce fait-là, la glycémie va augmenter. Pourquoi? Parce que nous voulons que le glucose arrive aux muscles, par exemple, ou là, en tout cas, où le corps doit réagir. Donc, recevant de plus grandes quantités de sang oxygéné et riche en glucose, eh bien, les muscles vont disposer de toute l'énergie nécessaire afin de se contracter de manière soutenue pour pouvoir fuir ce danger. Et ceci grâce à cette adrénaline qui est également à l'origine de la dilatation de la pupille et de l'apparition de ce que l'on appelle la chair de poule. Ensuite, c'est le cortisol qui va intervenir. Donc seulement plusieurs minutes après la sécrétion d'adrénaline par les médullo-surrénales, eh bien les cortico-surrénales vont agir à leur tour pour produire du cortisol. Donc le cortisol est fabriqué par la partie externe, donc d'où cortico-surrénale, par la partie externe des glandes, de ces glandes qui sont des glandes endocrines évidemment. Donc c'est ce que l'on appelle le cortex surrénal qui va exercer une action plus durable que celle de l'adrénaline. Alors, donc ce cortisol va stimuler, comme l'adrénaline, eh bien, la libération de glucose à partir des réserves de l'organisme. Donc ça peut être par exemple les réserves du foie. Donc sous son influence, eh bien, les protéines et surtout les acides gras vont être convertis en glucose, ce qui va augmenter la glycémie. Donc le cortisol va inhiber également, et ça c'est un petit peu plus gênant, le système immunitaire, en diminuant la réaction inflammatoire, ce qui va expliquer les traitements médicaux à base de cortisone. Alors, tout à l'heure on a vu donc que le stress aigu correspondait à un ensemble de réactions adaptatives qui correspondaient à des réponses bien identifiables et à une double réponse hormonale plus discrète, donc correspondant à l'adrénaline et au cortisol. Et là, on va comprendre qu'il y a une mise en route de la réponse adaptative grâce à un cerveau qui va s'alerter, ou en quelque sorte qui va initier l'alerte. Lorsqu'il y a un agent stresseur, eh bien ce cerveau va réagir
en déclenchant une alerte qui va aboutir à la libération des 2 hormones surrénaliennes, mais pas directement. Il y a donc des expériences qui ont été proposées donc sur des modèles animaux et des études effectuées par IRM fonctionnel montrent que c'est le cortex préfrontal qui va d'abord intervenir. Alors, il est situé en surface et à l'avant du cerveau. Donc le cortex préfrontal va analyser les informations qui sont issues de l'ensemble des organes des sens et ensuite vont échanger des informations avec d'autres régions cérébrales plus profondes, l'amygdale et l'hippocampe, et ces 2 régions constituent ce que l'on appelle le système limbique. Alors l'amygdale gère dans les cas normaux gère donc les émotions, et l'hippocampe lui va plutôt traiter la mémoire, traitement de la mémoire. Donc ces 2 régions cérébrales font partie d'un système que l'on appelle le système limbique, qui est bien un ensemble qui est impliqué dans les émotions, mais également dans l'apprentissage et dans le contrôle des sécrétions hormonales. Alors, ces échanges débouchent sur quoi? Eh bien, sur l'activation de l'hypothalamus, qui est une autre région cérébrale qui est localisée à la base du cerveau. C'est l'hypothalamus. Cet hypothalamus va stimuler le système nerveux sympathique, dont les messages sont à l'origine de l'augmentation des rythmes cardiaques, et ventilatoire également d'une part, et de la décharge d'adrénaline par les médullosurrénales d'autre part. Alors, l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien va alors prendre le relais. Ça veut dire que l'hypothalamus va agir, l'hypophyse va agir et les cortico-surrénales vont agir également en produisant différentes hormones. Donc l'hypothalamus est aussi une porte d'entrée d'un système à la fois nerveux et endocrinien. Donc l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien a un rôle très important, puisque les neurones hypothalamiques vont fabriquer plusieurs types d'hormones, dont la corticolibérine, donc CRH, de l'anglais Corticotropin Releasing Hormone, et la CRH va être libérée dans des capillaires qui vont irriguer l'hypophyse. Donc ça veut dire que l'hypophyse est stimulée par cette CRH. L'hypophyse est une petite glande qui est située sous l'hypothalamus et les 2 sont reliés par la tige pituitaire. Donc l'hypothalamus va fabriquer diverses hormones. Donc cette petite glande qui est située sous l'hypothalamus va fabriquer diverses hormones dont l'adrénocorticoïde, adrénocorticotrophine en fait, que l'on appelle ACTH, de l'anglais adrénocorticotrophic hormone, et cette hormone va être déversée dans la circulation générale et va pouvoir atteindre les glandes surrénales. Donc ça veut dire que ces glandes surrénales sont stimulées et elles vont pouvoir libérer du cortisol dans le sang en grande quantité, d'où l'existence d'une réaction très importante en relation avec le cortisol dont nous avons parlé précédemment. Mais lorsque le stress n'a plus de raison d'être, eh bien il faut qu'il y ait une résilience, c'est-à-dire il faut qu'il y ait en parallèle un rétrocontrôle négatif de ce cortisol qui doit aller agir sur l'hypothalamus pour l'empêcher de fabriquer l'hormone CRH. Donc le cortisol va exercer en retour un rétrocontrôle négatif sur la libération de ce CRH de manière à ce que le cortisol lui-même ne soit plus produit. Autrement dit, il pas détruit, mais il s'auto-limite, entre guillemets. Donc le cerveau possède en effet de nombreux récepteurs moléculaires pour cette hormone, et notamment au niveau des cellules de l'hypothalamus. Et la fixation de ce CRH sur des récepteurs hypothalamiques agit comme un frein, en inhibant la sécrétion de CRH, et nous savons que par ce mécanisme, eh bien, les conditions d'un fonctionnement durable de l'organisme sont rétablies. Ça veut dire que la résilience va être possible. Cette capacité de l'organisme à revenir à son état initial après la perturbation qui est due au stress est appelée résilience. Donc ça veut dire que l'agent stresseur n'est plus là, le stress va s'arrêter, la résilience se fait, ça veut dire que la personne n'est plus stressée. Donc on a bien une réponse intégrée au sein d'un système qui est relativement complexe,
on a un système nerveux couplé à un système hormonal, n'agissent pas de manière indépendante, mais bien au contraire en communiquant entre eux et de manière très fine, entre guillemets. Donc ces systèmes nerveux et hormonaux, en fait, vont constituer un système complexe qui va coordonner l'intervention des organes qui vont être sollicités dans le stress lors de ce stress aigu. Et par son fonctionnement harmonieux, eh bien, il va y avoir une adaptabilité de l'organisme face aux agents stresseurs. Seulement le problème, quelquefois, c'est que la résilience ne se fait pas et que le stress aigu va durer. À ce moment-là, le stress va s'installer durablement et on parle alors de stress chronique qui s'installe et qui peut poser des problèmes. Donc ça veut dire que l'intensité et la durée du stress aigu va varier d'un individu à un autre et en fonction de multiples facteurs qui peuvent être génétiques, émotionnels, sociaux, psychologiques, etc. Et si ce stress aigu se prolonge, eh bien on a des mécanismes physiologiques qui vont se mettre en place, donc des mécanismes physiologiques qui se mettent en place mais en même temps qui sont débordés. On va avoir un système de rétrocontrôle qui sera mal assuré. Dans ces conditions-là, le stress s'installe de manière chronique, c'est ce que l'on appelle le stress chronique. Les conséquences peuvent être plus ou moins importantes sur la santé. Ça veut dire que ce stress chronique doit être traité, car s'il n'est pas traité, eh bien l'individu peut se perdre, entre guillemets. Donc il y a de multiples pathologies qui sont la conséquence de ce stress chronique. Ça peut être des dépressions, des troubles du sommeil, des addictions, etc. Donc ce mal ou ces maux sont clairement reliés à une sécrétion trop intense, trop forte de cortisol. Le cortisol ne va pas faire de rétrocontrôle, donc il est produit en quantité constante. Donc le métabolisme va être perturbé avec un développement de l'obésité abdominale par exemple, ou une résistance à l'insuline, donc ça veut dire déclenchement possible d'un diabète. Donc certaines perturbations vont accroître les risques d'accidents cardiovasculaires en même temps. Enfin, le système immunitaire étant inhibé, eh bien les personnes vont être victimes d'un stress chronique, les personnes qui sont victimes d'un stress chronique vont être beaucoup plus sensibles à l'action des micro-organismes pathogènes puisque le système immunitaire ne fonctionne plus. Alors, le cerveau lui-même peut être modifié. Ça veut dire que certaines personnes vont être victimes d'un stress chronique avec une modification des fonctions du cerveau. On peut avoir un taux sanguin de cortisol qui est durablement trop élevé et cela va avoir d'importantes répercussions sur ce cerveau. Tout à l'heure, on avait parlé du système limbique et du cortex préfrontal. Eh bien, on va pouvoir avoir une mauvaise adaptation, une maladaptabilité à cause de ce stress à cause de cette sécrétion de cortisol qui se poursuit. Donc, on constate par exemple que chez des anciens combattants souffrant du syndrome post-traumatique, que plus le taux de sanguin de cortisol est élevé et plus le volume de leur hippocampe est réduit. Donc là, c'est quand même gênant, connaissant le rôle de l'hippocampe. Donc la fabrication de nouveaux neurones vont être fortement réduite, notamment au niveau des synapses. Quant à l'amygdale, elle, eh bien son activité elle va rester élevée de manière continue et la structure de ces neurones est modifiée, toutefois. Donc ça veut dire que ces modifications cérébrales sont donc une forme de plasticité, mais qui ne permet pas de s'adapter de manière la mieux possible, entre guillemets, de manière à pouvoir guérir, de manière à ce qu'il y ait une résilience bien adaptée à l'état qui était l'état avant le stress aigu. Donc on parle de plasticité mal adaptative. Alors il existe des solutions face au stress chronique, mais qui ne sont pas toujours efficaces, mais qui peuvent l'être dans certains cas, heureusement. Donc le stress chronique va nécessiter des soins. Alors, il faut limiter ces dérèglements. Il faut limiter les conséquences de ces dérèglements et favoriser, si possible, une résilience du système complexe de régulation qui s'est mis en place et qui essaie de se mettre en place, mais du fait de la maladaptabilité, eh bien, qui ne peut plus se mettre en place. Ça veut dire que le stress chronique s'autosuffit en quelque sorte. Donc il peut y avoir des médicaments ou pas de médicaments. Certaines pratiques sont susceptibles d'agir efficacement, mais doivent être adaptées à la personnalité de chaque individu et bien encadrées. Donc quelquefois des médicaments sont employés et quelquefois on peut avoir recours à des alternatives qui ne sont pas médicamenteuses.
Concernant les médicaments, eh bien, il s'agit des benzodiazépines, qui sont un groupe de médicaments qui sont utilisés pour leur effet anxiolytique et myorelaxant. Donc, en gros, qui vont modifier, qui vont empêcher, par exemple, la déprime, le stress, etc. Donc, ces molécules de synthèse ont la propriété de se fixer au niveau des synapses à GABA. GABA, c'est acide gamma-aminobutyrique. C'est un neurotransmetteur inhibiteur. Et par cette liaison, eh bien, les benzodiazépines vont augmenter l'affinité des récepteurs pour le GABA. Et donc, plus l'individu en fait va absorber de benzodiazépines, et plus le GABA va se fixer facilement aux neurones, et plus l'inhibition du système nerveux va être forte. Donc ça veut dire que les muscles sont alors moins activés, d'où l'effet myorelaxant de ces benzodiazépines. De la même manière, il va y avoir une activité des neurones à GABA qui vont être donc une activité qui sera diminuée dans le système nerveux central. Donc il y aura un effet anxiolytique qui est bien constaté. Ces médicaments pris en fait, la prise de ces médicaments doit suivre un protocole rigoureux afin de ne pas provoquer d'effets secondaires comme une sédation par exemple ou des troubles de l'attention, voire une addiction. Alors, si on peut éviter ces médicaments, donc ces benzodiazépines, eh bien c'est mieux, d'autant plus qu'il peut y avoir des alternatives non médicamenteuses, quelquefois, qui sont très efficaces. Donc, sachant qu'il y a des effets indésirables concernant ces benzodiazépines, eh bien, on a des pratiques non médicamenteuses qui sont susceptibles de favoriser la résilience, et ces pratiques sont encouragées. La résilience, on rappelle que c'est la guérison, entre guillemets, de ce stress chronique. Donc on transforme la maladaptation en adaptation positive. Bon. Alors par exemple, la méditation de pleine conscience va pouvoir développer une présence non réactive face aux agents stresseurs par la concentration donc sur la ventilation pulmonaire et le relâchement du tonus musculaire notamment. Donc ça veut dire que certains neurologues ont prouvé que cette pratique avait diminué l'activité de l'amygdale, où les émotions donc sont traitées évidemment, et abaissé la sécrétion de cortisol chez les personnes stressées. Donc c'était un plus très positif. Alors bien entendu, il existe beaucoup de possibilités concernant ces alternatives non médicamenteuses. Par exemple, donc ça peut être du sport, ça peut être donc une rééducation face au sommeil, ça peut être des thérapies concernant la cognition comportementale par exemple. Le choix doit se faire évidemment en fonction des troubles et de la personnalité de chacun, et ces pratiques peuvent s'avérer utiles dans le cadre de la vie quotidienne, par exemple dans le cas où il s'agit de préparer des épreuves qui sont plus ou moins stressantes. Donc voilà, donc nous avons vu, nous avons commencé par voir dans un schéma bilan donc le comportement face au stress, et nous avons compris qu'il y avait une vision intégrée de l'organisme. Face à l'agression par des agents stresseurs, il y avait des réponses adaptatives de l'organisme qui permettaient au stress aigu de mettre en place donc des réponses entre guillemets, et ensuite donc à la fin de ce stress aigu, lorsqu'il n'y avait plus de raison d'être, eh bien on avait retour à la normale, c'est ce que l'on appelait la résilience. Mais quelquefois la résilience n'est pas possible, le stress aigu dure et on bascule dans ce cas-là dans le stress chronique, alors qui peut être soulagé par des médicaments ou par des comportements, des comportements un peu spéciaux que l'on appelle bien-être en fait. Bien-être, ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la méditation, du yoga, etc. etc. Donc voilà, nous avons dit l'essentiel concernant ces stress, donc ce stress biologique avec son comportement et ce stress vers une vision intégrée de l'organisme. Le cours est terminé. Merci. Alors ça c'est toujours pas la photo de la fin, mais bon là je vais pas en faire. Bon, c'était pas trop compliqué.
J'ai parlé un peu vite peut-être, hein, mais bon. Allez, à bientôt.